Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Le samedi 1er juillet, Hong Kong, ancienne colonie britannique, célébrait les 20 ans de sa rétrocession à la Chine. Un événement qui marquait également la première visite du président Xi Jinping sur le territoire. Malgré les inquiétudes suscitées lors de la rétrocession en 1997, le principe un pays, deux systèmes a-t-il permis de préserver la prospérité et la stabilité de Hong Kong? Quel est l'avenir de la région autonome et comment vont se développer les relations avec la Chine continentale? Nous en discuterons avec nos invités juste après ce reportage. Le 1er juillet 1997, le gouvernement chinois et le gouvernement anglais publiaient une déclaration conjointe qui mettait fin à 156 années de domination coloniale du Royaume-Uni sur Hong Kong et qui officialisait le retour de l'île dans le giron chinois. Le 1er juillet 2007 marquait le 20e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong. En visite pour la première fois dans la ville depuis sa prise de fonction, le président chinois Xi Jinping a participé aux célébrations marquant le 20e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, ainsi qu'à l'investiture du gouvernement du 5e mandat de la région administrative spéciale. Avant de prononcer un discours télévisé très attendu, le président chinois a fait prêter serment à Carrie Lam, la nouvelle chef de l'exécutif hongkongais. 香港回到祖国的怀抱，洗刷了民族百年耻辱，完成了实现祖国完全统一的重要一步。 Merci de nous retrouver sur notre plateau. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir sur notre plateau deux invités. L'un, c'est Wu Zexian. Vous êtes un grand diplomate. Vous avez été notamment ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo et au Liban. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Et l'autre, c'est Philippe Daupha. Vous êtes correspondant permanent de RTL, Première Radio de France. Et vous êtes aussi correspondant pour l'Asie de TV5 Monde. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Daupha. Bonjour. Et ma première question, c'est pour Monsieur Wu. Pouvez-vous nous expliquer à nos téléspectateurs en quoi consiste exactement la politique un pays, deux systèmes? Bon, il faut savoir d'abord un peu le contexte historique. Hong Kong, c'est une partie de la Chine. Bon, mais simplement, durant plus de 150 ans, cette région de Hong Kong a été une colonie anglaise. En 1997, le Royaume-Uni a rétrocédé Hong Kong à la souveraineté chinoise. À ce moment-là, on se posait une question. Est-ce qu'on va faire une uniformisation à propos de l'administration, à propos du système politique, social, après la rétrocession de cette région? Bon, on s'est dit, il vaut mieux appliquer une politique qui s'appelle un pays, deux systèmes. Alors, un pays, c'est clair, c'est-à-dire Hong Kong fait partie de la Chine, ça c'est clair. Mais deux systèmes veut dire, dans les autres régions de la Chine, on applique un système socialiste, parce qu'on sait bien que la Chine c'est un pays socialiste. Or, Hong Kong, depuis, pendant toute cette période de colonisation, Hong Kong appliquait un système capitaliste à l'image occidentale. Bon, alors on s'est dit, bon, il vaut mieux laisser les Hongkongais vivre comme avant. Voilà. Mais quel privilège occupent ou bien possèdent les Hongkongais par rapport aux autres régions de la Chine? Bon. D'après cette politique un pays deux systèmes, le gouvernement central s'occupe de la diplomatie, de la défense. Autrement, les affaires administratives, les affaires économiques, sociales, les affaires juridiques, tout ça, c'est géré par les Hongkongais eux-mêmes. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une très haute autonomie laissée aux habitants de Hong Kong qui élisent
leur propre chef. Là, le chef exécutif de la région de Hong Kong est élu par les habitants de Hong Kong, qui est ensuite approuvé et nommé par le gouvernement central. Bon, mais ce sont les Hongkongais eux-mêmes qui gèrent leurs affaires et le gouvernement central n'envoie pas d'autres fonctionnaires venus d'autres régions pour diriger les affaires de Hong Kong. Voilà. Et sur le plan économique, il y a quelque chose de spécifique, c'est-à-dire Hong Kong, pendant une très longue période, restait un port franc, une zone franche, c'est-à-dire il y a une spécificité en matière de douane. Et le gouvernement central n'a pas voulu changer du tout. Donc Hong Kong aujourd'hui reste un port franc et une zone franche. Et M. Philippe Dova, le 1er juillet marque le 20e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Donc à travers vos observations depuis ces dernières années, vous constatez que le gouvernement chinois a-t-il rempli ses engagements? Les engagements qui viennent, enfin la description de M. Wu à l'instant est tout à fait claire. Oui, Hong Kong est une région de la Chine très autonome et la région évolue en lien étroit avec la Chine, que ce soit sur le plan économique. Donc, a priori, oui, les engagements sont tenus. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que les médias français ont couvert cet événement du 20e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine? Les médias français ont couvert, ce 20e anniversaire, mais pas tant que ça, parce que vous savez qu'en France, il y a aussi une actualité qui prend beaucoup de place dans les journaux, une actualité politique. Mais il y a eu des sujets, on a fait des sujets avant le 1er juillet sur ce 20e anniversaire, pendant le 20e anniversaire bien évidemment, nous avons fait des sujets sur, enfin les médias ont fait des sujets par exemple sur les Français qui vivent à Hong Kong, puisque Hong Kong est la ville d'Asie où il y a le plus de Français qui habitent. Arnaud Miguet de France 2 a fait un reportage sur Hong Kong, le plus grand village français d'Asie. Nous avons fait des sujets sur 20 ans après, que pensent les Hongkongais de ce 20e anniversaire? Est-ce qu'ils regrettent le temps des Anglais ou pas? Voilà, on a couvert, mais je pense que cela a été moins couvert qu'il y a 20 ans, lorsque la dernière colonie britannique disparaissait. Donc, quels sont pour vous les grands enjeux à Hong Kong depuis la rétrocession? Les grands enjeux pour Hong Kong, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des enjeux sociaux. Vous savez qu'il y a 2 semaines, Hong Kong a été classé comme la 2e ville du monde après New York avec les plus grandes disparités sociales. C'est un grand chantier. C'est un grand chantier pour la nouvelle chef de l'exécutif. Pourriez-vous nous préciser un peu, puisque Carrie Lam a pris ses fonctions de nouveau chef de l'exécutif de Hong Kong le 1er juillet, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Donc, elle sera la première femme à diriger cette ville-État. Donc, selon vous, quels sont les défis pour elle qui l'attendent? Le premier défi, c'est de permettre à cette population hongkongaise de vivre mieux. Vous savez, les images que l'on a de Hong Kong en France sont toujours les mêmes. C'est les grosses voitures de luxe, les milliardaires, la bourse, mais ce n'est pas, c'est vraiment un cliché. Ces 20 dernières années, Hong Kong a beaucoup investi dans les infrastructures pour permettre aux différents quartiers d'être reliés plus rapidement. Mais le défi est un défi au niveau du logement. C'est certainement le plus grand défi pour Carrie Lam. Et puis réconcilier cette population hongkongaise avec elle-même et avec ses frères et sœurs chinois de l'autre côté de la frontière. D'accord. Monsieur Wu, Monsieur Dova a bien parlé des problèmes sociaux à Hong Kong. Donc, quel est votre commentaire? Est-ce que le gouvernement chinois a pris des mesures ou bien a des plans à résoudre tous ces problèmes?
Évidemment, dès le début, l'idée pour le gouvernement central de la Chine, c'est de non seulement laisser Hong Kong garder voilà, l'état tel qu'il était, mais en plus, il faut améliorer voilà, le niveau de vie des habitants de Hong Kong en poussant voilà, le développement économique voilà, de cette entité. Et non seulement il y a des mesures prises en matière de fiscalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, l'État ne prend pas un sou voilà, de Hong Kong. En plus, il y a eu des arrangements pour permettre une meilleure coopération entre la région de Hong Kong et la région voisine de Canton. Voilà. Et ce sont des facilitations qui ont permis voilà, aux Hongkongais de mieux développer leurs affaires tout en travaillant de concert avec les hommes d'affaires de la région de Canton. Voilà. Vous savez, la région de Canton, c'est l'une des régions les plus dynamiques en Chine. Et beaucoup d'hommes d'affaires hongkongais ont d'ailleurs investi dans cette région, qui est juste à la proximité. Et ça a permis évidemment à Hong Kong voilà, de garder voilà, leur supériorité ou leurs avantages en matière d'affaires. Et un autre point à signaler, c'est que il y a un phénomène de tourisme interne en Chine, c'est-à-dire les Chinois, les touristes chinois des autres régions visitent voilà, énormément Hong Kong avec l'encouragement justement des autorités chinoises. L'accès est très facile pour les habitants des autres régions de la Chine qui souhaitent visiter Hong Kong. Et comme vous savez, avec le développement économique de la Chine, beaucoup de Chinois ont un pouvoir d'achat énorme. Donc ils dépensent énormément à Hong Kong. Ça aide également voilà, l'économie hongkongaise. Du coup, voilà, si je peux vous donner un chiffre, l'économie hongkongaise a augmenté de plus de 82%. Voilà, c'est le volume économique de Hong Kong. Voilà. En espace de 20 ans, c'est-à-dire après la rétrocession. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'espérance de vie des habitants de Hong Kong se trouve parmi les premiers dans le monde. Les habitants mâles, les hommes de Hong Kong, ont une espérance de vie de 81,2 années. Les femmes, 87,3. Vous voyez, l'espérance de vie, voilà, traduit bien voilà, le niveau de vie. C'est vrai, mais je suis tout à fait d'accord avec notre ami Dova. Il y a toujours des problèmes. Il y a l'écart voilà, entre les plus riches, les moins riches ou les pauvres. Il y a l'écart voilà, entre les différents secteurs économiques. Certains souffrent, d'autres voilà, vont mieux. Il y a le problème de logement qui est bien connu, parce que c'est une région qui est voilà, toute petite, mais les autorités essayent de trouver des solutions. Oui, mais les autorités voilà, travaillent énormément avec l'appui du gouvernement central pour améliorer ces choses. D'ailleurs, le système de protection sociale a été établi il y a quelques années seulement pour lutter contre la pauvreté. Voilà. Et ça donne déjà des résultats très marquants. D'accord. Et Philippe Dova, êtes-vous d'accord avec M. Wu? Oui, absolument. Il y a eu la crise de 97. Durant ces dernières années, il y a eu un moment aussi assez important. C'était en 2003, cette épidémie de SARS où l'économie de Hong Kong a complètement chuté en quelques jours. En fait, et pendant quelques mois, la ville était assez anéanti sur le plan économique, mais là encore, il y a eu une aide, de la Chine pour redémarrer cette économie hongkongaise. Et puis, ce qui est intéressant dans tous ces cycles de crise que l'on peut connaître à Hong Kong, on peut parler aussi de la crise de 2008, c'est que
l'économie va s'effondrer assez vite, mais elle va redémarrer très très vite aussi. Je pense que c'est un atout ici en Asie, et particulièrement en Chine et à Hong Kong, de pouvoir redémarrer aussi rapidement que l'on s'est effondré. Et on l'a vu au cours de ces 20 dernières années. D'accord. Et je me souviens qu'en 1995, il y a un fameux magazine américain, Fortune, avait publié un article sur Hong Kong intitulé The Death of Hong Kong. C'est la mort de Hong Kong. Dans cet article, l'auteur a prédit que le milieu des affaires allait quitter Hong Kong et qu'après la rétrocession de Hong Kong, la corruption va exploser à Hong Kong. Donc, d'après vous, est-ce que l'auteur sera déçu par la situation actuelle ou bien surpris? J'espère qu'il a revu un petit peu son papier. Bon, c'était en 95. C'est vrai qu'il y avait une peur, peut-être une angoisse, y compris dans la population hongkongaise de cette rétrocession. Après, c'était un papier de 1995. Depuis, les choses se passent plutôt normalement et même très bien sur le plan économique, comme le disait M. Wu à l'instant. Hong Kong est une place financière très importante et elle est encore bien vivante pour les années futures, puisque on parlait des ports, du port de Hong Kong. Il va y avoir ce pont qui va relier Hong Kong à Zhuhai, qui permettra une rapidité dans les échanges commerciaux qui là encore va être profitable et à Hong Kong et à la région de Zhuhai, qui va s'ouvrir au tourisme. Donc je pense que cet auteur américain, je ne le connais pas, mais peut-être avez-vous moyen de lui envoyer un update, comme on dit chez nous, et pour lui montrer que Hong Kong n'est pas morte et n'est pas moribonde non plus. Voilà, c'est la première partie de notre émission. Merci beaucoup, Monsieur Dova. Merci d'avoir participé à notre émission. Vous allez nous quitter maintenant. Eh bien, merci à vous et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. En mars 2017, afin d'approfondir la coopération entre la Chine intérieure et le delta de la rivière des Perles, le gouvernement central a lancé un plan de développement pour l'émergence d'un nouveau pôle économique régional, la Grande Baie de Canton, Hong Kong, Macao. En utilisant les avantages spécifiques de Hong Kong et Macao, l'objectif de ce pôle est d'améliorer le développement économique de la Chine, mais aussi d'accélérer l'ouverture du pays. Pour mieux comprendre ce projet très ambitieux de 4e grande baie mondiale, après celle de New York, San Francisco et Tokyo, regardons ensemble ce reportage. La région de la Grande Baie de Guangdong, Hong Kong, Macao, dans le sud de la Chine, rassemble les deux zones spéciales de Hong Kong et Macao, ainsi que 9 villes de la province de Guangdong, Canton, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen et Zhaoqing. La région compte 60 millions d'habitants et couvre une superficie d'environ 56 000 km². Quant au PIB de la région, il dépasse les 1 000 milliards de dollars. 大湾区的研究呢，一个我理解是在前期粤港澳一体化上的这个研究的延续和升级，另一方面呢，也是适应“一带一路”倡议新的形势发展，对外开放的升级，的进一步深化，进一步发挥粤港澳的这个协同合作的作用。 Hong Kong et Macao, avec leur concept « un pays, deux systèmes », mais aussi leur contexte historique très particulier, bénéficient évidemment d'une forte attractivité. 香港有一个一国两制的这个独特的优势，对于内地的城市呢，我们是连接世界国际舞台的一个通道。 Monsieur Wu, la région de la Grande Baie de Yuekang, c'est-à-dire de Canton, Hong Kong et Macao, va être connectée à l'initiative Ceinture et Route. Donc, selon vous, quel sera l'impact de cette initiative sur Hong Kong? Et pour Hong Kong, quelle est son opportunité? Il y aura certainement un impact important. Il faut savoir que cette initiative Ceinture et Route
c'est un très vaste programme, très ambitieux, donc qui consiste en effet à créer des synergies avec pratiquement tous les partenaires économiques du monde de la Chine. D'accord? Initialement, c'était pour développer la coopération avec des pays le long de la traditionnelle route de la soie. Mais finalement, petit à petit, on s'est aperçu que beaucoup d'autres pays souhaitent participer à cette coopération. Et la Chine, en tant qu'initiateur, a une vision très précise en ce qui concerne la coopération. Il y a en fait deux, comme le nom indique, il y a en fait deux itinéraires. La route veut dire d'abord la ceinture. La ceinture veut dire un couloir économique le long de l'ancienne route de la soie terrestre. Il y a aujourd'hui une trentaine de villes chinoises qui envoient chaque jour des convois, des trains de marchandises vers l'Europe. Il y a une trentaine de villes européennes qui servent de terminus. Et ça raccourcit énormément le trajet de transport des marchandises parce que traditionnellement c'est par la voie maritime. Or ça prend plus de temps, c'est moins commode pour certaines marchandises qui sont périssables. Aujourd'hui ça marche très très fort. La ville de Hong Kong, plus les régions très dynamiques de Canton vont certainement profiter de cette nouvelle liaison terrestre. Voilà, ça c'est déjà une première chose. La deuxième, alors c'est la route. Quand on évoque ceinture et route, la route veut dire en fait une route maritime. Une route maritime, le nom complet c'est la nouvelle route maritime de la soie du XXIe siècle. Alors, cela veut dire un itinéraire de coopération qui descend vers la mer du Sud, c'est-à-dire vers, d'un côté, à l'est, vers la Pacifique, et qui atteint ensuite l'Amérique latine, et à l'ouest, qui traverse l'océan Indien pour atteindre la côte est de l'Afrique. Donc voilà, cette route maritime va promouvoir la coopération entre la Chine avec tous les pays riverains des deux océans. Hong Kong, comme on a évoqué son statut de port franc, va certainement jouer un rôle très important, même un carrefour maritime pour cet itinéraire de route maritime de la soie. Donc vous voyez, aussi bien sur le plan terrestre que sur le plan maritime, Hong Kong pourrait toujours travailler de concert avec la région de Canton pour jouer son rôle dans ce vaste programme de coopération. D'accord. Et dans les médias, surtout dans les médias chinois, on parle beaucoup de la relation étroite entre Hong Kong et la partie continentale de la Chine. Par exemple, dans l'histoire, même dans la période de la colonisation, la partie continentale de Chine n'a jamais cessé d'offrir des produits quotidiens à Hong Kong, par exemple de l'eau ou bien des produits... L'électricité, par exemple. Électricité, sans l'électricité. Oui. Donc, aujourd'hui, quelle importance revêt Hong Kong pour la Chine continentale, d'après vous? Oui, en sens inverse, Hong Kong, c'est aussi très important pour les autres régions de la Chine. C'est déjà une place financière, comme je vous ai dit tout à l'heure, très important, qui joue son rôle. Bon, mais pensez-vous que Shanghai va remplacer Hong Kong pour devenir le centre financier de Chine ou de l'Asie? Le marché financier de Shanghai se développe très rapidement. Ça peut dépasser, ça a déjà dépassé, mais... C'est aussi le doute des médias étrangers. Il faut savoir que, on dit plus on est nombreux, plus on est fort. Ce n'est pas parce que le développement, ce n'est pas parce que la bourse de Shanghai se développe que le rôle de la bourse de Hong Kong diminue. À mon avis, c'est complémentaire. Si vous avez un pôle économique très dynamique dans le nord, en Chine, cela ne veut pas dire qu'un autre pôle économique dynamique dans le sud de la Chine va perdre son importance. Alors, on préfère avoir
le plus grand nombre de pôles économiques possibles. Bon, donc Hong Kong reste toujours voilà, dans sa position très avantageuse, à mon avis, pratiquement irremplaçable, voilà, pour développer son économie de la région, mais aussi pour profiter voilà, aux autres régions de la Chine, avec, comme je vous ai dit, certains atouts que les hommes d'affaires hongkongais ont. Par exemple, l'expérience de travailler avec le système international d'affaires. Alors, avec leur connaissance des marchés internationaux. Alors, les entreprises chinoises des autres régions de la Chine commencent à sortir du pays depuis quelques années, mais c'est vrai qu'ils ont peu de connaissances sur le monde extérieur, ils ont peu de connaissances surtout sur les lois, les administrations, la mentalité des autres. Or là, à mon avis, les hommes d'affaires de Hong Kong peuvent faire partager leur expérience. Vous êtes optimiste sur l'avenir de Hong Kong? Je suis très optimiste. D'accord. Et ma dernière question, Xi Jinping s'est rendu à Hong Kong du 29 au 1er juillet, du 29 juin au 1er juillet pour rendre une visite à Hong Kong. Il s'agissait de sa première visite à Hong Kong depuis sa prise de fonction en Chine. Donc, quelle est la portée symbolique de la visite de Xi Jinping d'après vous? L'élément ou le facteur symbolique est très important. Parce qu'on a dit dès le début de notre émission, la politique s'appelle un pays, deux systèmes. Un pays, il ne faut jamais oublier que Hong Kong fait partie de la Chine, malgré le fait que c'est une zone administrative spéciale qui dispose d'une autonomie très importante. Mais c'est une partie intégrante de la Chine. Donc, lorsque le chef de l'État chinois visite Hong Kong, cela veut dire que le gouvernement central dispose toute la souveraineté sur la région. Donc, ça, c'est quelque chose de clair. Alors, pour un pays comme la Chine, qui a connu une longue période de semi-colonisation, et il est important pour nous de marquer notre souveraineté sur Hong Kong, sur Macao, malgré le fait que nous appliquons effectivement et de façon très efficace cette politique d'un pays, deux systèmes. Je crois que le symbole est important. La politique un pays deux systèmes a été proposée par Deng Xiaoping, l'ancien dirigeant de la Chine. Je me souviens à l'époque, il avait prononcé que cette politique va durer au moins 50 ans, n'est-ce pas? Donc d'après vous, puisque cette politique a très bien marché, donc pensez-vous que ça va durer plus longtemps, plus de 50 ans? À mon avis, ça va durer très longtemps, parce que apparemment, cette politique s'applique bien. C'est bien pour les habitants de Hong Kong, c'est aussi très bien pour les habitants des autres régions de la Chine. Les Chinois des autres régions visitent Hong Kong, ils se sentent très à l'aise, ils font des achats, etc. etc. Donc, à mon avis, il n'y a aucune raison de faire changer cette politique. D'ailleurs, de son discours prononcé à l'arrivée de Hong Kong hier, le président Xi Jinping a bien passé un message très rassurant aux habitants de Hong Kong. D'abord, il félicite les succès obtenus par les Hongkongais durant ces 20 dernières années. Ensuite, il a dit, bon, le gouvernement central va continuer à appuyer les efforts des Hongkongais visant à développer la région. Et en plus, il a dit, nous allons prévoir ensemble l'avenir de Hong Kong. Donc, c'est un message qui vise à long terme et qui est très rassurant, à mon avis. Le gouvernement central est bien déterminé, est bien décidé à continuer à appliquer cette politique d'un pays de système, à permettre la prospérité de Hong Kong de continuer. D'accord. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup, M. Wu, d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À la prochaine.